Alors, je vais revenir au tout début. Voilà. Donc, voilà. Donc, la planète Mars et les mystères de la planète rouge. Alors, Mars, même pour quelqu'un qui ne connaît rien en astronomie, il a sans doute déjà entendu parler de la planète Mars. Alors, Mars, c'est un objet de fascination. Ça a aussi été un objet de fantasme. C'est la planète qu'on a le plus explorée. On a envoyé le plus de robots. Et c'est celle où on a le plus de connaissances. On la connaît même mieux que la Lune. Tellement il y a eu d'efforts d'exploration. Alors la soirée, ça va se dérouler en 5 points. Donc, décrire la planète. Donc voir à quoi elle ressemble à sa surface. On va voir que Mars a une géographie très intéressante. Parler de son histoire. Alors histoire en tant que planète. On va remonter à ses débuts et comprendre pourquoi elle ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui. On va un peu parler des mythes. Mars a été sujette à de nombreux fantasmes. Et on va essayer de comprendre comment est né le mythe des Martiens. Et plus généralement, des extraterrestres. Et parler aussi un peu de la quête de la vie ailleurs. Un petit peu. Et puis enfin, on parlera de son exploration. Alors, exploration des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et pour le futur, on s'intéressera à sa colonisation. Donc, vaste sujet ce soir. Alors, on va entrer en matière. Donc déjà, on va se positionner dans le système solaire. Mars, donc c'est la 4e planète, juste derrière la Terre. Alors, c'est pas notre plus proche voisine, contrairement à ce qu'on peut penser des fois, même si c'est d'elle dont on parle le plus. La plus proche voisine de nous, c'est Vénus. Mars, elle est un peu plus loin. Alors, il y a 2 types de planètes, ça c'est un rappel. Il y a les planètes rocheuses, donc elles sont faites de roches et de métaux. Il y a un sol, on peut marcher dessus. En général, elles sont petites, proches les unes des autres, proches du Soleil. Et à l'opposé, vous avez les géantes gazeuses, donc elles sont faites de gaz. Il n'y a pas de sol rocheux sur lesquels on pourrait marcher ou se poser en fusée. Donc aller explorer ces planètes, ça paraît impossible. Et aussi, ce sont des planètes géantes, espacées les unes des autres et loin du Soleil. Bon, revenons à Mars. Parlons de la distance. Mars se trouve, en moyenne, à 230 millions de kilomètres du Soleil. Comparé à la Terre, 150 millions. Bon, on verra que c'est une moyenne, on va le détailler plus tard. Alors pour ce qui est du temps de révolution, le temps que Mars met pour faire un tour complet du Soleil, il lui faut environ 687 jours. Sur Terre, ça correspond à une durée de 1 an et 10 mois. Et nos 2 planètes sont alignées. Quand on dit aligné, c'est aligné avec le Soleil aussi, tous les 2 ans et 2 mois. C'est ce qu'on appelle en astronomie une opposition. Et il faut savoir que Mars, c'est la planète où il y a la plus longue période entre 2 oppositions. Donc ça veut dire que c'est celle où on a le moins souvent l'occasion de l'observer, du moins dans de bonnes conditions. Et ça a aussi un impact pour les sondes spatiales, il faut attendre tous les 2 ans et 2 mois pour faire des lancements vers la planète. Donc avec elle, il ne faut pas être impatient. Alors pour la rotation, Mars tourne sur elle-même en 24 heures et 39 minutes. Donc vous voyez, c'est assez proche de chez nous. Si on pouvait vivre sur Mars, chaque matin, on aurait quoi, 39 minutes de grasse matinée en plus, à chaque fois. Bon, après, on ne sait pas très bien si l'être humain pourrait s'adapter avec un tel système horaire. On ne le sait pas, ça sera à tester. Ou alors envoyer des lève-tard, je ne sais pas. Alors pour la taille, Mars est 2 fois plus petite que la Terre, donc quasiment 6800 km. Bon, là vous avez le chiffre au kilomètre près. La Terre, elle, c'est 12 742. Alors, allons un peu à la surface, et on va s'intéresser à la gravité. Le fait qu'elle soit plus petite, la gravité y est plus faible que chez nous. 2 fois et demi plus faible. On dit qu'elle est de 3,7 mètres par seconde carrée. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un objet qui tombe sur Mars, chaque seconde, il va parcourir 3,7 mètres en plus. Ou dit autrement, la première seconde, il va à 13 km/h, la deuxième à 26, la troisième à 39, etc., etc., etc. Vous avez compris la logique. Alors, si on compare avec la Terre, sur Terre, on est à 9,8. Alors, si on lâche un objet, visuellement, ça donne ça. J'ai pris une pomme au hasard. Alors, si on compare avec la Lune, sur la Lune, la gravité, c'est 6 fois plus faible que chez nous. Donc ça donne ça.
Et si on fait bondir un astronaute, on va dire un astronaute athlétique, sur Terre ça donne ça, sur Mars ça donne ça, et sur la Lune... Alors, il ne faut pas se louper à l'annuissage. Alors l'atmosphère, là on va parler de Pascal, d'hectopascal. Donc sur Terre, la pression elle est de 1015 hectopascales. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'air qu'on a au-dessus de la tête, on a toute une grosse épaisseur, il a un poids cet air au-dessus de nous. Donc s'il a un poids, il exerce une pression. Sur Terre, la pression, donc ça, 1015 hectopascales, ça correspond à 1015 grammes, si je ne me trompe pas, sur 1 cm². Donc retenez que chez nous, l'air, il exerce une pression d'1 kg environ sur chaque cm² de notre corps. Sur Mars, c'est l'équivalent de 6 grammes. Donc c'est pas beaucoup. Mars a une atmosphère qui est en moyenne 150 fois moins dense. Donc chez nous, vous faites ça avec la main, vous sentez l'air. Sur Mars, vous ne pourriez pas le sentir tellement qu'il est faible. Et ça a un impact par rapport à l'exploration avec les sondes, on va le voir. Alors température, non, composition d'abord. Alors chez nous, on a 21% d'oxygène, 78% d'azote. Sur Mars, c'est 95% de CO2. Bon, c'est du gaz à effet de serre, certes, mais l'atmosphère de Mars est tellement mince que ça ne réchauffe pas beaucoup. Ça, on va le voir. Chez nous, le CO2, c'est 0,039. Enfin, c'était, hein. Maintenant c'est plus. Température moyenne, c'était 15 degrés. Sur Mars, moins 60. Donc le CO2, il ne réchauffe pas de beaucoup parce que l'atmosphère est trop fine. Alors si on va dans les extrêmes, sur Terre, on peut monter à plus de 52 degrés dans les déserts, ou moins 92 en plein milieu de l'Antarctique, à 3000 mètres. Sur Mars, on peut monter à 20 degrés en été à l'équateur, ou en dessous de moins 120 dans les régions polaires. Alors l'atmosphère, si on la regarde verticalement, bon, nous les nuages, on voit où ils évoluent, hein, c'est en dessous de 15 km, nos nuages à nous. Sur Mars, on peut voir des nuages de glace d'eau, environ 10 km. Un peu plus haut, à environ 50 km, vous avez des nuages de gaz carbonique. Ce qu'il y a là-dedans, c'est de la neige de CO2, si vous voulez. Là, c'est de la neige de glace d'eau, là, de la neige de CO2. Alors ces fameux nuages, on peut les voir depuis le sol. Ça, ce sont des photos faites par les sondes. Et au sol, sur Mars, il y a une poussière extrêmement fine, très légère, tellement légère que les vents martiens, même s'ils ne sont pas très forts à cause de la faible atmosphère, eh ben, ça arrive à soulever cette poussière et à faire des tourbillons, ou pire, des tempêtes martiennes. Donc des fois, il y a des périodes où toute la poussière, il y a un vent qui se lève sur toute la planète et vous avez la planète entière recouverte de poussière. Donc là, on voit la différence, sans, avec. Après, ce n'est pas des tempêtes très violentes, hein, pas de quoi renverser un panneau, hein, vu que l'air n'est pas très lourd. Alors pour l'inclinaison de l'axe de rotation, sur Terre, on sait que c'est 23,4 degrés. Mars, c'est pas très loin, c'est un petit peu plus, 25,1 degrés. Alors ça veut dire une chose, sur Mars, il y a des saisons, comme chez nous. Alors après, vu qu'elle met 10 ans, pardon, un an, je vais y arriver, 1 an et 10 mois pour faire le tour du Soleil, elles sont plus longues bien sûr, elles durent 7 mois chacune. Et il y a une autre chose qui a un impact sur les saisons, c'est la distance par rapport au Soleil qui varie sur Mars. Alors en bleu, je vous ai mis l'orbite de la Terre, là c'est l'orbite de Mars, les orbites sont à l'échelle. Mars, quand elle est au plus proche du Soleil, elle est à 207 millions de kilomètres. Ça c'est au plus proche. Au plus loin, elle est à 250 millions. Alors ça a un impact sur le climat de toute la planète. Alors on compare à la Terre. Sur Terre, au niveau du sol, on reçoit l'équivalent de 1400 watts par mètre carré. C'est l'énergie reçue. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur Terre, 1 mètre carré reçoit l'équivalent en énergie, en lumière, de 2 lampes halogènes, si ça vous dit quelque chose. Sur Mars, vu qu'on est plus loin, c'est 715. Donc c'est la moitié. Donc l'équivalent d'une lampe halogène qui éclaire 1 mètre carré. Et quand Mars est au plus loin, on est à quasiment 500 watts par mètre carré. Donc ici, on reçoit 2 fois moins de lumière que la Terre. Là-bas, quasiment 3 fois moins. Donc ça a un impact sur le climat. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'inclinaison de l'axe de rotation se combine avec la différence d'éloignement.
Ça fait que entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, les saisons ne changent pas de la même manière. Là, l'hémisphère nord, quand il est en hiver, c'est au moment où Mars est au plus proche du Soleil. Donc la température ne baisse pas beaucoup. On est en moyenne moins 80. Quand l'hémisphère nord est en position été, c'est quand Mars est au plus loin du Soleil. Donc là, la température n'augmente pas énormément, on est à moins 60. A l'inverse, l'hémisphère sud, il est en position été quand Mars est au plus proche du Soleil. Donc là, ça grimpe. On est en moyenne 0 degré dans l'hémisphère sud. Et quand l'hémisphère sud est en position hiver, et ben c'est là, ça tombe quand Mars est au plus loin, donc là ça baisse beaucoup. Moins 140. Donc résultat, hémisphère nord, des saisons peu changeantes, avec peu de contraste. Hémisphère sud, des saisons extrêmement contrastées. Alors Mars a deux lunes, Démos, Phobos. Alors des lunes très petites par rapport à la nôtre. D'ailleurs, elles ressemblent à des astéroïdes. Alors ces lunes, voilà, ça c'est comparé à Mars, on voit que c'est tout petit. Toute petite, mais il peut y avoir des éclipses. Là, c'est Phobos qui provoque une éclipse. Alors Phobos est trop petite pour faire une éclipse totale. Ça a été filmé par Curiosity au sol. Et c'est en accéléré. En vérité, ça dure 30 secondes. Ce qui est quand même plus rapide que nos éclipses chez nous. Alors, vu la tête qu'elles ont, on pourrait penser que ce sont des astéroïdes qui sont passés trop près de Mars et qui ont été capturés par la planète. Pendant longtemps, on a pensé ça, mais ça ne colle pas avec leur orbite. Leur orbite est circulaire, assez bien centrée par rapport à Mars, et surtout, tous les deux, ils tournent au-dessus de l'équateur martien. Or, des astéroïdes qui seraient tous les deux arrivés ici et qui ont été capturés par hasard, ils auraient eu des orbites assez irrégulières et bizarres. Là, ce n'est pas le cas, elles sont trop parfaites pour être des astéroïdes ayant été capturés. Donc, on pense plutôt que ces lunes datent de la période où Mars est né, quand c'était un disque de débris. Ça a dû se passer comme ça. Au départ, Mars, c'était un disque de débris, d'astéroïdes si vous voulez. La planète au centre a absorbé la plupart des matériaux, elle s'est formée, et les miettes qu'elle a laissées autour, elles, se sont regroupées pour former les deux lunes. C'est l'hypothèse qui est privilégiée pour expliquer la présence de ces deux lunes. Donc Phobos et Démos. Alors regardons ce que Mars a dans le ventre. Alors on a une croûte, épaisse de 50 km, en dessous un manteau, 1800 km d'épaisseur. Alors un manteau, c'est l'endroit où la roche est plus pâteuse et plus chaude. Et au centre, vous avez un noyau. Alors il est chaud, donc il est certainement lumineux, mais il n'est pas liquide. Le noyau de Mars, aujourd'hui, il est solide, il est dur. Noyau métallique. Alors regardons le relief martien. Et là, Mars, c'est très intéressant parce qu'elle a les reliefs les plus spectaculaires qu'on peut trouver dans le système solaire. Alors là, vous avez une région volcanique. C'est ce qu'on appelle le dôme de Tharsis. C'est un haut plateau qui fait en moyenne 6 km de haut, et avec plein de volcans géants. Dont le plus grand, le mont Olympus, un volcan qui fait 22 km de haut. C'est la plus haute montagne du système solaire. Alors, si on le compare avec des montagnes, des sommets que l'on connaît sur Terre, donc ça donne ça. Là, vous avez l'Everest, l'île d'Hawaï en partant du fond de l'océan. Et bien, la différence de volume, on pourrait comparer, ça serait la même différence entre un seau d'eau et une baignoire. Il est tellement grand, si on pouvait le poser sur la France, il en prendrait toute la largeur. 600 km de large quand même. Et son cratère, qu'on appelle une caldeira, fait la taille d'un département français. On pourrait caser la Haute-Loire à l'intérieur. D'ailleurs, pour se rendre compte du gigantisme, allons un peu à l'intérieur. Vous voyez le cratère là? Alors tellement grand le cratère, 80 km de large, on pourrait y faire entrer l'agglomération parisienne. Là je vous montre Paris intramuros. Alors pour se donner un peu plus le vertige, allons dans un cratère. Voilà. Donc là, vous avez un champ de vision qui se trouve ici dans le cratère et qui regarde par là. Alors c'est pas une vraie photo ça a été fait par un artiste, mais c'est assez réaliste. Donc là le cratère que vous voyez ici, c'est celui qu'on a là. Et bien là-dedans, dans ce cratère, vous pouvez y faire entrer Paris et la petite couronne. Ah, si vous vous demandez quelle taille fait la tour Eiffel,
Voilà, elle se trouve là, la tour Eiffel. Là, vous avez une falaise qui fait 3 km de haut. Et là, je ne vous parle que d'un petit cratère qui se trouve dans un plus grand cratère sur un volcan de 600 km de large et perché à 22 km. Dans le cratère, on est perché à 19. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est grand. Alors oui, pourquoi ce volcan est aussi grand? On va comparer ce qui se passe sur Terre. Sur Terre, il y a ce qu'on appelle la tectonique des plaques. La croûte terrestre est découpée en morceaux qui s'emboîtent les uns dans les autres, enfin qui s'emboîtent. Ils ne sont pas immobiles, ça glisse les uns par rapport aux autres, et pas dans les mêmes directions. Donc il y a des endroits où la croûte s'écarte, et à d'autres où elle se rentre dedans. Il faut retenir que ces plaques se déplacent. Et ça a une incidence sur la durée de vie des volcans chez nous. Alors les volcans, ils peuvent naître pour plusieurs raisons. Il y en a une qui nous intéresse ici, c'est ce qu'on appelle les volcans de point chaud. Bon, je refais l'animation. Vous pouvez avoir une source de chaleur qui remonte du centre de la Terre. En arrivant contre la croûte, ça la perce, et vous avez un volcan qui naît. Seulement voilà, si le point chaud, lui, est immobile, les plaques, elles bougent. Alors elles bougent parce que le magma en dessous, il a des mouvements de convection. Et ça fait avancer la croûte comme un tapis roulant. Alors vu que le point chaud il est fixe, il arrive un moment où ce volcan tombe en panne, et le point chaud va percer un autre trou sur la plaque qui va faire naître un autre volcan, et le phénomène se répète tel un tapis roulant. Et au final, sur Terre, la durée de vie moyenne d'un volcan n'est que de quelques millions d'années, une dizaine maximum, à cause de ce déplacement. Alors qu'un point chaud, ça peut vivre plusieurs dizaines, voire des centaines de millions d'années. Sur Mars, alors il n'y a pas de tectonique des plaques, même si à certains endroits ça bouge, il y a des endroits où ça s'écarte un peu, d'autres où ça s'enfonce, mais bon, globalement, il n'y a pas vraiment d'activité à ce niveau. Résultat, quand vous avez un point chaud qui remonte et qui perce la croûte, et bien vu que la croûte ne va pas bouger, ce volcan va pouvoir être alimenté durant des dizaines, si ce n'est des centaines, voire des milliards d'années par le même point chaud, et alimenté pendant une si longue période, il va pouvoir devenir immense. Et donc voilà pourquoi on a des volcans géants sur la planète Mars. Alors on a vu le mont Olympus qui se trouve ici, il y en a 3 autres qui sont géants. Arsia Mons, 17 km de haut, Pavonis Montes, 14 km de haut, et Ascreus Mons, 18 km, et puis on a un autre derrière la planète qui fait aussi 14 km. Donc ça veut dire que sur Mars, il y a au moins 5 sommets qui sont plus hauts que nos plus hautes montagnes terrestres. Donc c'est assez impressionnant. Alors après, ils ne sont plus en activité, même si on pense qu'à certains endroits, il y a peut-être encore un volcanisme résiduel. Alors ici, là on a vu ce qui montait très haut, on va voir ce qui descend très bas. La vallée de Marineris. Donc ça, c'est un canyon qui fait 4000 km de haut, 4000 km de long. Il pourrait recouvrir tous les États-Unis. Et niveau profondeur, c'est 10 km. Donc tellement profond, là, je vous montre la différence par rapport à l'agglomération parisienne. Ou encore, comparé à un avion qui vole au-dessus de l'Everest. C'est plus haut. Alors, ça peut paraître impressionnant, mais sur Terre, on a quelque chose qui fait les mêmes dimensions. À votre avis, c'est quoi? J'ai entendu, la fosse des Mariannes, tout à fait. Oui, là, j'ai un peu spoilé la dernière diapo. Voilà. Fameuse fosse des Mariannes, donc qui a les mêmes dimensions. Bon, bien sûr, elle est cachée par l'océan, donc c'est moins spectaculaire. Alors, on pourrait se demander d'où vient cette vallée. Alors, il y a un endroit où la croûte martienne s'est tout simplement écartée, et en s'écartant, eh bien, ça a fait un trou, un immense fossé dans le sol, comme on le voit ici. Alors, d'autres zones intéressantes, ça on l'a vu. Donc là, Cassé Valès, donc on le voit d'ici, c'est une vallée fluviale. C'est un endroit où de l'eau a coulé en grande quantité. Donc ça, c'est la preuve que Mars a eu de l'eau en grande quantité dans le passé et qu'elle a laissé des traces. Et s'il y a eu de l'eau, peut-être que la vie est apparue. Alors si on regarde vers les pôles, il y a des calottes glaciaires. Alors les images sont trompeuses. Ce que vous voyez en blanc, c'est pas de la glace d'eau, c'est de la neige de CO2. Les calottes de glace d'eau, elle est cachée en dessous de la poussière martienne. Cette poussière rouge empêche de voir cette glace, et en fait, il s'agit, oui,
d'une immense calotte de glace comme celle qu'on a sur Terre, et qui occupe une certaine place sur les pôles. Il y en a au nord et au sud. Alors voilà, carte des reliefs martiens. Alors il y a un niveau de référence, c'est le niveau 0, qui correspond peut-être au niveau de la mer, quand Mars avait des océans. Donc on voit que les points les plus hauts, ça peut monter à 22 km, on l'a vu, ou descendre à 8 km, comme ici. Donc ça fait une différence de 30 km entre les points les plus bas et les plus hauts. Sur Terre, la différence, ça atteint péniblement 20 km. Alors oui, Mars a eu des océans, et ils ont disparu il y a 3 milliards d'années. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Alors on va retracer l'histoire de Mars, et pour la comprendre, on va comparer à deux voisines, Vénus et la Terre. Alors pour ces trois planètes, ça a commencé un peu de la même manière. Donc il y a 4,5 milliards d'années, on avait des boules de magma. Alors elles se sont refroidies, de l'air s'est formé, et aussi des océans. Alors certainement sur Mars, on le sait, probablement sur Vénus. Et ensuite, après cette période, alors Vénus est devenue trop chaude, la Terre s'est maintenue, et Mars est devenue froide et sèche. Alors pourquoi? On revient au début. Donc Mars au départ, boule de magma, ensuite elle s'est refroidie. Alors en se refroidissant, elle a accueilli une atmosphère épaisse et des océans. Alors il y a un truc qui est important, c'est que pour que l'eau soit liquide, il faut qu'il y ait quelque chose qui appuie dessus. Sur Terre, l'air qu'on a au-dessus de la tête, il est assez lourd, et sa lourdeur permet à l'eau d'être maintenue liquide. Aujourd'hui sur Mars, l'air est trop léger, donc ça n'exerce pas une pression assez importante, du coup elle se transforme directement en vapeur. Vous videz une bouteille d'eau sur Mars, l'eau ne va pas couler, elle va s'évaporer directement tellement que la pression est faible. Ou s'il fait trop froid, elle se transformera en glace, mais elle fera soit l'un ou soit l'autre. C'est ce qu'il faut retenir, il faut de la pression atmosphérique pour que ça soit liquide. Bon, au début, tout allait bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Mars, au départ, le noyau était liquide. Un noyau métallique liquide. Et il s'est refroidi. Et ça pose problème par rapport au champ magnétique. Le champ magnétique, c'est très important. Alors sur Terre, on a un champ magnétique qui nous protège du vent solaire. Le Soleil, il émet des particules chargées, alors qui sont dangereuses, cancérigènes, donc c'est pas très bon pour la vie. Et surtout, elles pourraient arracher l'atmosphère si on n'avait pas de champ magnétique. Alors sur Mars, il a disparu, pourquoi? Parce que son noyau, qui était liquide au départ, alors c'est grâce à sa liquidité. Oui. Le noyau liquide, je reviens avant, quand il est liquide, il est en mouvement, ça se transforme en aimant, ça génère un champ magnétique. Et bien Mars, vu qu'elle est plus petite que la Terre, elle s'est refroidie en 1 milliard d'années, donc le noyau est devenu dur. Nous, la Terre est beaucoup plus grosse, donc le noyau est toujours liquide. Elle a encore conservé de sa chaleur. Normalement, le noyau devrait rester liquide jusqu'à sa fin de vie. Bon, bah là, elle peut être plus petite. Tout ce qui est plus petit se refroidit plus vite, donc c'est tout dur. Donc, vu que c'est dur, l'effet dynamo disparaît, donc l'aimant a disparu. Donc, en disparaissant, l'aimant, le vent solaire a arraché l'atmosphère. Du coup, la pression est devenue beaucoup plus faible. La pression devenant faible, l'eau n'a pas pu rester liquide, donc elle s'est évaporée. Elle a à son tour été emportée dans l'espace. Et voilà comment Mars est devenue la planète sèche et froide que l'on connaît aujourd'hui. Bon, là maintenant on sait le comment du pourquoi, donc on va s'amuser à retracer un petit peu plus en détail l'histoire martienne. Alors l'histoire d'une planète, on la découpe en périodes géologiques, c'est pas le même découpage selon la planète. Alors la Terre, on a eu le précambrien, c'était la période où la Terre était primitive. Ensuite vous avez eu le phanérozoïque, ça correspond à la période où la vie sur Terre est devenue très abondante et très diversifiée. Nous on est toujours là-dedans, vous voyez que c'est assez récent. Mars, on a découpé en 3 périodes, le noachien, c'est les débuts, ensuite l'hespérien, puis l'amazonien. Alors retraçons cette histoire du point de vue de Mars. Donc au départ, boule de magma très volcanique. Ensuite elle se refroidit et elle accueille une atmosphère, des océans. Alors à ce moment-là, donc on est au milieu du noachien, Mars était vraiment chaude et humide. Il y avait des précipitations qui alimentaient des cours d'eau, donc vous aviez un cycle de l'eau, des océans. Donc c'était la meilleure période
pour que la vie puisse y apparaître. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Alors l'Hespérien, il n'y a plus grand-chose à espérer, en effet. Là, l'atmosphère, vu qu'elle commence à partir, donc la pression baisse, la première conséquence ne va pas être l'évaporation de l'eau. Ça va d'abord être une baisse des températures. Donc la température baissant, l'eau, lorsqu'elle s'évapore et qu'elle va faire de la pluie, elle ne va pas faire de pluie, ça va faire de la neige. Donc la neige va s'accumuler sur les pôles et également dans cette région, le dôme de Tharsis, là où il y a des volcans, parce que c'est une région de très haute altitude, donc le cycle de l'eau va s'arrêter. L'eau va arrêter de couler puisqu'elle tombe sous forme de neige, elle va s'accumuler dans ces régions. Donc là, Mars va commencer à s'assécher et en même temps geler. Et puis, il va arriver un moment, il y a environ 3,5 milliards d'années, où les volcans de cette région vont rentrer en éruption et vont faire fondre cette glace. Et en fondant, ça va faire des torrents gigantesques qui vont creuser de nouvelles vallées, comme la fameuse Cassée Valley qu'on a vue auparavant. Alors ça va être la dernière fois que de l'eau va couler sur Mars. Ces glaces en fondant vont re-remplir un peu les océans, mais une fois qu'elle aura fini de fondre, la pression, voilà, je vous montre les dernières vallées, donc la pression finissant de diminuer, l'atmosphère s'érodant, cette eau liquide, voilà, qui est un peu résiduelle, va finir par s'évaporer complètement. Et là, on rentre dans la fameuse période, l'Amazonien, où là, Mars va devenir la planète qu'on connaît aujourd'hui. Où l'eau finit de s'évaporer dans l'espace, et où il ne se passe plus grand-chose sur Mars. Parce qu'au début, l'eau, elle avait un effet d'érosion, ça érodait les montagnes, tout ça, et puis là, Mars, il ne se passe plus grand-chose. Au final, elle a le visage qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que sur Terre, avec l'érosion de l'eau, les paysages les plus anciens, ils ont 200 millions d'années. Mars, c'est des paysages vieux de 3 milliards, pour la plupart. Alors cependant, de l'eau liquide, à la grande surprise, on peut encore en trouver des traces. Là, dans ce cratère, qu'on appelle le cratère Newton, on a vu des écoulements d'eau. Donc là, sur cette vidéo, succession d'images, voilà, on voit les écoulements. Alors ça paraît bizarre vu que la pression est très faible. On pense que c'est de l'eau mélangée avec beaucoup de sel, ce qui lui permet d'être liquide durant une certaine période à la surface martienne. Après, ça s'évapore. Alors, comment ça peut apparaître ça? Il y a deux hypothèses. Alors, première hypothèse, ça c'est une couche de glace qui est dans le sol, de la glace d'eau, mélangée avec du sel. En été, sous l'effet du soleil, ça réchauffe la glace, donc elle se met à fondre et elle jaillit à la surface. Voilà. Et ça coule sur la pente, et puis bien sûr, avec la faible pression, ça finit par s'évaporer. Deuxième explication, en fait ici on n'a pas de la glace, on a juste du sel. Ce sel va absorber l'humidité de l'air, parce qu'il y en a un peu sur Mars, et en l'absorbant, ça va faire un mélange poisseux d'eau et de sel qui va finir par couler sur la pente. Voilà, ça ce sont les deux explications. Alors une autre trace d'eau liquide, là c'est sur la calotte glaciaire qui se trouve au pôle sud. Alors on ne la voit pas parce qu'elle est cachée sous la poussière martienne. Cette sonde Rosetta, sonde européenne, avec son radar, elle a sondé sous la glace, et elle a trouvé ce qui semble être des lacs souterrains. Alors sur Terre, sous les lacs souterrains de l'Antarctique ou du Groenland, on sait qu'il y a de la vie, elle arrive à y survivre. Donc, si on a ça sur Terre, peut-être que sur Mars, on a des microbes martiens qui survivent là-dessous. Ça peut paraître possible. Après, il faut rester prudent, même si ça semble être de l'eau liquide, ça demande tout de même à être vérifié. Mais si c'est le cas, ça se cacherait à 1,5 km sous la glace. Et donc ça serait un endroit intéressant où chercher de la vie martienne. S'il y en a. Alors par rapport à l'eau, un autre truc intéressant, en 2022, il y a un astéroïde qui a percuté Mars, qui a fait un cratère de 150 mètres, et en explosant, les taches blanches que vous voyez là, c'est de l'eau qui a gelé. Ça veut dire que le sol martien est gorgé d'eau. Alors glacé, certes, mais gorgé d'eau. Donc ça peut être intéressant pour le futur de l'humanité. Lorsque des hommes iront sur Mars, ils pourront exploiter cette eau qui se trouve dans le sol. Il y a juste à creuser. Alors justement, la recherche de vie sur Mars. On a essayé sur place de la détecter. 76, les sondes Viking, elles étaient deux. Elles ont fait un prélèvement de roches et elles l'ont mis dans une sorte d'expérience. Alors on a balancé de l'eau, un peu de chaleur. Ça a émis certains gaz. Alors au début, on a cru que le résultat était positif, et puis finalement, il s'est avéré que c'était un faux positif. Donc a priori,
pas de vie dans le sol martien. Je dis bien a priori parce qu'il y a un scientifique qui s'est repenché sur les résultats, il les a réexaminés et il dit il y a un doute. Peut-être qu'on a trouvé quelque chose, ou peut-être pas. Bon, 20 ans plus tard, une autre fausse joie, j'ai envie de dire. En Antarctique, on a ramassé une météorite, pas n'importe laquelle, c'est un morceau de roche martien. Bon, si vous demandez comment un morceau de Mars est arrivé sur Terre, quand une météorite s'écrase sur Mars, ça fait une explosion qui peut envoyer des morceaux dans l'espace et qui peuvent voyager jusqu'à nous. C'est le cas ici. Cette météorite a été analysée et on a trouvé dessus des formes qui évoquent des bactéries. Alors là, on est en 87, on s'est dit bingo, il y a de la vie sur Mars. Seulement, il y a d'autres scientifiques qui ont regardé et qui se sont dit ça, c'est peut-être le résultat de réactions chimiques. Donc au final, est-ce que c'est une preuve ou pas? On n'en sait rien. Ça, c'est... Ouais, ça y ressemble, mais bon, pas suffisamment convaincant. Il peut y avoir toujours une autre explication que la vie à ce genre de choses. Donc encore aujourd'hui, la vie sur Mars, ça reste un grand point d'interrogation. Alors un autre indice qui laisse penser qu'il y aurait de la vie sur Mars, Curiosity en 2012 a détecté des émissions de méthane venant du sol. Et ce méthane, on sait que c'est des émissions parce qu'il apparaît et puis des fois il disparaît, un cycle saisonnier. Saisonnier, comme s'il y avait des bactéries dans le sol qui produisaient de manière inconstante du méthane. Alors cependant, si ça peut provenir d'êtres vivants, ça pourrait tout aussi bien provenir de réactions chimiques dans le sol. Donc là aussi, c'est un petit indice, mais ça n'est pas une preuve. Donc la question reste encore ouverte. Alors, Mars et les mythes. Les mythes avec Y. Alors, oui, parce qu'on parle des punaises de lit en ce moment, donc je suis un peu parano. J'en profite pour boire un coup. Alors, on va surtout s'intéresser à l'idée de martien. Bon, retraçons d'abord l'observation de Mars par les humains. Alors, on pense que Mars, on connaît au moins son existence depuis que des humains ont remarqué que dans le ciel, il y avait des étoiles qui bougeaient les unes par rapport aux autres au fil des saisons. Alors après, il n'y a pas de trace écrite, donc on ne peut pas remonter, hein. Et puis dans les grottes, on n'a pas vu de constellation a priori. Sinon, du point de vue de l'écriture, on sait que depuis l'Antiquité, les planètes sont connues, les planètes visibles à l'œil nu, et chez les Grecs, on nommait ça planétès, ça veut dire astre errant, étoile qui bouge par rapport aux autres. Alors on connaissait donc, dans le ciel, en tout, bon là il y en a 7 objets, parce qu'on pensait que la Terre était au centre de l'univers, donc on connaissait 5 planètes visibles à l'œil nu, plus la Lune, plus le Soleil. Et par rapport à la mythologie, Mars, chez les Romains, c'était le dieu de la guerre. Pourquoi? Vous voyez la couleur de Mars? Le sang de la guerre. Voilà. Et avant les Romains, c'était Arès, le dieu équivalent. Donc on déduit que les Grecs appelaient cette planète Arès. Alors sinon les Martiens dans tout ça, comment va naître l'idée d'extraterrestres? Alors au départ, un petit rappel, on avait le système d'Aristote. Donc on pensait que la Terre était le centre de l'univers, et tout ce qui se trouvait au-delà de la Lune, c'était le monde au-delà de la Lune, je ne sais plus comment on l'appelait. Il y avait infralunaire, extralunaire, si je ne me trompe pas. Quelque chose comme ça. Bon, tout ce qui était au-delà de la Lune, pour Aristote, c'était pas comme la Terre, quoi. C'était des objets mathématiquement et géométriquement parfaits. Donc ils ne pouvaient pas ressembler à la Terre. Mais bon, son système a persisté pendant près de 2000 ans, et on arrive à la Renaissance, là où vous avez un Italien, Giordano Bruno, qui lui va émettre une nouvelle hypothèse. Alors déjà, il va arrêter de mettre la Terre au centre de l'univers. Pour lui, la Terre tourne autour du Soleil comme les autres planètes. Il va même dire que le Soleil n'est pas le centre de l'univers. Il va déjà considérer à l'époque que l'univers n'a pas de centre et qu'il est infini. Visionnaire. Alors, vu que la Terre tourne autour du Soleil comme les autres planètes, et bien la Terre, finalement, c'est qu'une planète comme les autres. Et donc les autres planètes sont des terres comme la nôtre. Et donc si ce sont des terres comme la nôtre, elles doivent ressembler à la Terre, elles aussi, et donc avoir des habitants. Peut-être différents, comme les autres planètes sont peut-être un peu différentes de la nôtre. Donc il a déjà anticipé ça. Et il a même anticipé que toutes les étoiles que l'on voit dans le ciel sont des soleils comme le nôtre, avec des planètes qui tournent autour, et elles aussi probablement des habitants.
Ça, faudra attendre 95 pour vérifier qu'il avait raison. C'était un visionnaire. Mais bon, quand il avait affirmé tout haut ses théories, l'Église l'a brûlé en récompense. Bon, après, il y a d'autres qui ont repris le flambeau, si je me permettre l'expression. C'est qu'à de le dire. Et qu'on finit, en étant convaincant et en mettant en avant la raison, que c'était le bon système. Alors, il n'empêche, il va être le premier, du moins, c'est le premier qu'on connaît qui a une idée qu'il puisse y avoir des habitants sur d'autres mondes. Cette idée va être aussi reprise par d'autres grands noms de l'astronomie, comme Huygens, Cassini ou Herschel. Eux aussi, dans des ouvrages, ils vont évoquer la possibilité qu'il puisse y avoir de la vie sur d'autres mondes. Et qui dit vie, dit peut-être vie intelligente. Résultat, on va commencer à parler, par exemple, des Sélénites de la Lune, des habitants de Jupiter, ou encore des habitants de Mars, etc., etc. Bon, au départ, c'était plutôt des fantasmes de fiction. On ne prenait pas ces idées très au sérieux, comme par exemple les unijambistes de Jupiter. Mais l'idée d'extraterrestre va vraiment devenir très sérieuse au 19e avec l'observation de Mars. Donc lui, un Italien, donc Schiaparelli, je vais le prononcer comme ça, il a pointé son télescope sur Mars, il a vu quelque chose qui l'a troublé, il a distingué à la surface de Mars des lignes tellement droites que ça ne pouvait pas paraître comme quelque chose de naturel. Et il y a un collègue américain, là c'est quelques croquis, Percival Lowell, qui lui va donner son explication. Pour lui, ces lignes sont tellement droites que ça ne peut être que l'œuvre d'être intelligent, d'une civilisation. Il va même aller encore plus loin. Il va expliquer que pour lui, en fait, les Martiens ont voulu construire des canaux pour alimenter l'hémisphère sud sec avec les océans de l'hémisphère nord. Oui, on s'était déjà fait, là on commence déjà à se faire tout un imaginaire sur la planète Mars, avec des zones arides, puisque ça avait l'air aride depuis le télescope, et des zones humides. Donc avec toutes ces explications, l'idée que Mars est peuplé d'extraterrestres, d'une civilisation, elle est vraiment prise au sérieux par les scientifiques, même s'ils ne pouvaient pas dire qu'ils avaient vu sur place. Bon, à l'époque, ça reste une réalité assez lointaine. On parle d'un objet qui est uniquement visible au bout d'un télescope, et où ça paraît impossible de nous s'y rendre. Donc ça paraît assez lointain malgré tout, mais c'est pris très au sérieux. Une petite parenthèse, on parlait également des jungles de Vénus, parce qu'à l'époque, on voyait qu'elle était très nuageuse, donc on imaginait que le climat était très humide, très pluvieux, et donc il y avait des jungles. Bon, toutes ces idées de martiens, ça va avoir un impact sur l'imaginaire populaire. Des auteurs s'en emparent, comme Wells, qui publie La Guerre des mondes, en 1898. Donc là, il parle d'une armée de martiens qui envahissent la Terre. Donc on pense qu'ils se sentent un peu à l'étroit chez eux, vu qu'il y a une grosse sécheresse, donc ils viennent chez nous. Et tous ces mythes vont également alimenter tout l'imaginaire durant le début du XXe, que ce soit à travers la littérature ou le cinéma. Puis arrivent les années 60. Et donc les sondes spatiales, donc là s'il espérait, avant tout ça c'était très loin, c'était à des centaines de millions de kilomètres, là on va pouvoir enfin s'en approcher avec des sondes. Donc là vous voyez une première sonde, Mariner 4, alors là il y a une excitation dans les années 60. On se dit génial, on va avoir des forêts, des océans, peut-être même des habitants. Ils ont été très déçus du résultat, quand ils ont vu à quoi elle ressemble. Il y a quand même eu un dernier grand frisson, 76, donc là c'est une sonde Viking. Elle va survoler une région, elle va apercevoir ce que vous avez ici, le visage martien, le visage de Mars, et aussi des formes pyramidales. En fait, en gros, on a trouvé une sorte de vallée des rois sur Mars. Bon, là, c'est très impressionnant, mais en fait, ce visage, ça n'est qu'une montagne parmi d'autres, où lorsque le soleil l'éclaire sous un certain angle, ça projette des ombres qui donnent l'image d'un visage. En même temps, ils sont un peu tombés dans le piège parce qu'on voit très bien que c'est pas un martien, ça sert à rien. On est sur Mars, ça marche pas. Bon, sinon, les pyramides, c'est juste des montagnes avec une forme très spéciale. Pas besoin de beaucoup d'efforts pour que la nature fasse des choses pareilles. Bon, ça c'était le dernier grand frisson. Alors on peut se demander, pourquoi ils ont vu des canaux, les précédents? Eh bien en fait, c'était dû à la mauvaise qualité des instruments qui ont provoqué des illusions d'optique et du coup, je reprends un peu la boutade qu'on avait dans ce Tintin, l'étoile mystérieuse.
En gros, vous comprenez, hein, ce qu'ils ont vu n'a jamais existé, mais à l'époque, ils ne s'en étaient pas rendus compte. C'est plus tard, lorsqu'on se posera la question, qu'on a compris, bah, bien sûr, on était fin 19e, ça marchait pas très bien l'affaire. Mais il n'empêche qu'ils étaient persuadés que Mars, en fait, c'était une période de l'histoire humaine, pendant un siècle, où vraiment on était convaincus que Mars était une planète voisine avec des habitants. Bon, après, par rapport à cette image, pour ceux qui auraient aimé suivre le match de rugby, j'espère qu'elle n'est pas trop frustrante. J'ai pas fait exprès de la mettre. Hein. Mon petit clin d'œil. Hein. Bon, résultat, bah Mars, on sait ce que c'est. Depuis les années 60, sèche, froide, et a priori pas de vie. Mais malgré tout, Mars va continuer à exercer une forte fascination sur nous, à travers la littérature ou le cinéma, car Mars est un endroit où, malgré tout, il y a peut-être eu de la vie dans le passé, peut-être qu'elle y a encore aujourd'hui, et surtout Mars fascine parce qu'elle serait la prochaine étape pour l'exploration humaine. Et ça, c'est déjà un sujet de fascination en soi, pour pousser les limites de l'humanité. Du moins, va-t-on y arriver? Alors justement, l'avant-dernier chapitre, donc Mars et son exploration de 62 à nos jours. Alors les premiers qui vont s'y tenter, ce sont les soviétiques, en 62, baptisés simplement Mars 1. Alors elle va partir de la Terre, mais elle va tomber en panne durant le voyage. Donc c'est un loupé. Sinon, la première sonde qui va réussir à rejoindre Mars, on a déjà commencé à en parler, donc les Américains, en 64, avec Mariner 4. Et 64, elle a décollé de la Terre en 64, elle est arrivée sur Mars en 65. Alors là, première photo de la surface, très déçu, hein, désertique, plein de cratères, en gros c'est comme la Lune, on voulait trouver des jungles, des canaux, des océans. Grosse déception. Ça va changer après. En 71, Mariner 9 va prendre d'autres photos et là, on va découvrir des vallées. Très intéressant. Ça veut dire que de l'eau a peut-être coulé dans le passé. Donc là, Mars va redevenir intéressante. On passe de la déception au retour de l'intérêt. Alors ensuite, 72, donc Mars 3, premier engin à réussir à se poser sur Mars, enfin réussir. Il va arriver. Il est arrivé à se poser, mais il n'a fonctionné que 20 secondes. Donc ça s'appelle comment ça? Un demi-succès, un demi-échec? Bon, pas très bien marché. Sinon, le premier vrai succès pour atteindre le sol martien, 76, avec les 2 sondes Viking. Alors ils en ont envoyé 2, pourquoi? Bah, s'il y en a une qui rate, il y en aura peut-être l'autre qui va réussir. Bon, bah ça a marché pour les 2. Alors 2 orbiteurs qui vont tourner autour de Mars, faire des cartes, 2 atterrisseurs Viking qui vont se poser. Donc là, enfin, pour la première fois, on a des photos de la surface. Donc on voit à quoi ça ressemble dessus. Déjà des premières photos assez étonnantes. Des précipitations de neige. Alors quand je dis neige, ça peut être de la glace d'eau, de la glace de CO2. Et des couchers de soleil. D'ailleurs c'est marrant sur Mars parce que la journée, le ciel est orange. Et le soir, il est bleu. Au moment du coucher de soleil. C'est l'inverse qu'on a sur Terre. Alors on continue. Donc les fameux orbiteurs, les 2 Vikings, ils vont faire des cartes et on va pouvoir enfin connaître Mars en détail. C'est à ce moment-là qu'on va découvrir le mont Olympus et son altitude incroyable qui va être au départ estimée à 27 km. On va comprendre que c'est moins. Bon là, on va se faire un dernier grand frisson avec le visage martien. Et au final, les premières cartes complètes et détaillées de la surface martienne, ce qui va être très pratique pour les futures missions, pour savoir où se poser, quels sont les lieux d'intérêt. Alors Mars. Bon, en fait, Mars, c'est pas une planète porte-bonheur. Il y a beaucoup d'échecs, surtout la série noire là, des années 90, sur 8 missions, que 2 succès. Et ces succès, ils n'ont concerné que les Américains. Bon, vous voyez, hein, les Soviétiques, hein, puis ensuite les Russes. Les Russes, ils n'ont pas eu beaucoup de chance avec la planète Mars. Ce qui est un peu paradoxal, hein, parce que la planète rouge, pas porte-bonheur pour les communistes. Comme on dit, hein, ils ont essayé et ils ont eu des problèmes. Et on va le voir encore après.
Alors 96, 20 ans après les Vikings, on revient enfin à la surface de Mars. Donc Mars Pathfinder, alors c'est le premier rover envoyé sur Mars. Alors il n'a pas fait grand-chose, hein. Il faisait la taille d'une boîte à chaussures et on l'a fait rouler, c'était juste pour tester. Bon bah ça marche, très bien. On va recommencer un peu plus tard avec un engin scientifique. Alors entre-temps, arrivent les années 2000. Alors là, l'exploration de Mars va s'accélérer. Donc en 2001, sonde américaine, Mars Odyssey, titre bien inspiré. Nous les Européens, Mars Express en 2003. Donc ces sondes, elles vont cartographier la planète avec très grands détails. Et faire des cartes 3D aussi. Alors Mars Express, c'est elle, avec son radar, qui a sondé le sol, et nous a trouvé ces potentiels lacs souterrains se trouvant sur les calottes glaciaires. Alors Mars Express a fait un autre truc. Les Européens, pour la première fois en 2003, ont envoyé un engin se poser à la surface de Mars. Beagle 2, fabriqué spécialement par les Anglais. Alors on l'a envoyé se poser et rien. Pas un message, rien, donc s'est-il écrasé ou pas, on n'en sait rien. Et en 2015, on a eu la réponse. Une sonde de reconnaissance a fait une photo et elle a vu qu'en fait l'engin, il a réussi à se poser, mais il n'a pas déployé son dernier panneau solaire, donc il n'a pas pu faire son boulot et envoyer un message à la Terre pour dire c'est bon, je fonctionne. Donc là, demi-échec, demi-succès, on ne sait pas. Alors 2004, deux rovers mythiques, Spirit et Opportunity. Alors eux, plus grands, hein, environ la taille d'un caddie, bon, un peu plus lourd. Alors ces rovers, ils étaient conçus pour vivre 3 mois. Et bien ils ont vécu beaucoup plus longtemps. Spirit a tenu jusqu'en 2010, c'est bien plus long. Le meilleur, c'est Opportunity, il a tenu jusqu'en 2018. Il a vécu 14 ans. 14 ans au lieu de 3 mois, c'est assez incroyable pour un engin. Et d'ailleurs, il a pu faire des kilomètres. Opportunity a battu le record de distance sur une autre planète que la Terre. Il a fait en tout 45 km. Bon, je sais, en 14 ans, c'est pas beaucoup. Dites-vous que c'est un petit engin qui essaie d'évoluer tout seul, en autonomie, en mode robot, sur un terrain très accidenté. Bon, il a vu des choses intéressantes. Il a découvert des traces d'argile qui prouvent qu'il y a eu de l'eau liquide. Il a vu la première météorite sur une autre planète que la Terre, donc une météorite sur Mars. Il a étudié le cratère Victoria que vous avez ici, on voit le bord. Donc il a fait un travail assez incroyable. Alors 2005, Mars Reconnaissance Orbiter, donc là c'est une sonde pour étudier la surface et aussi jouer le rôle d'antenne relais avec les robots qui sont au sol, vu qu'il commence à y en avoir beaucoup. Alors là, on est en 2008, Phoenix, donc elle s'est posée près du pôle et donc étudier ce qui se passe dans l'hémisphère nord, près des pôles. Et l'une de ses observations les plus intéressantes, c'est qu'elle a vu des précipitations de neige. Là, le sol en 2008, là en 2010. Neige de CO2 et aussi de glace d'eau. Oui, il faut savoir que cette neige que vous avez là au nord, elle peut varier selon les saisons. Là, c'est en été, quand il fait chaud, mais en hiver, ça peut s'étendre beaucoup plus loin. Et ça, on peut le voir au télescope. Au BETS, on peut le voir, elle est en bonne condition. Ah, un mythique. 2012, Curiosity. Donc ça, c'est le plus gros engin roulant qu'on ait envoyé sur notre planète. Là, la hauteur, c'est 2,10 m. Gros comme un 4x4, mais le poids du Twingo, 800 kg. Alors lui, vous voyez, là, il se fait un selfie. Il se prend en photo, avec son bras. Là, vous voyez, puis le sol, hein, l'une de ses 6 roues, au milieu. Et puis là, un petit panorama lors d'un coucher de soleil. D'ailleurs, le sol est assez intéressant, on voit qu'il est tout craquelé. Ça correspond à un endroit où de l'eau a été présente durant une longue période. Là, une photo très intéressante. Ces 2 petits points, vous devinez ce que c'est? La Terre et la Lune. La Terre et la Lune, tout à fait, vu depuis la planète Mars. Alors, essayez de vous mettre à la place d'un humain qui serait sur Mars, et dont la seule vision qu'il aurait de sa planète d'origine, ça serait ces 2 petits points. Ça serait quand même assez angoissant. Par rapport à la Lune, où on arrive encore à voir le visage de la Terre, là, juste un point abstrait, on est résumé à ça. Il faut mettre un télescope. C'est ça. Alors là, on regarde la surface martienne. Donc là, Curiosity, qu'est-ce qu'il a vu? Du gravier. Le gravier, ça se trouve à un seul type d'endroit, ce sont les rivières. Donc ça veut dire qu'une rivière a coulé ici, il y a plus de 3 milliards d'années, quand Mars avait de l'eau. Alors 2013,
MAVEN, ça c'était pour étudier l'atmosphère martienne. Alors ensuite, l'Europe, de retour en 2016 avec ExoMars, donc un orbiteur pour étudier les émanations de gaz sur Mars, et un atterrisseur. L'Europe veut retenter sa chance. Donc, Schiaparelli, du nom de l'astronome qui a vu des canaux. Alors, a-t-il réussi à se poser? Est-ce que l'Europe a réussi dans sa deuxième tentative? Et bien, résultat, il s'est vautré. Voilà. Ça n'a pas du tout marché. Là, c'est même pas un demi-échec. Non, c'est un ratage total. Mais bon. Ça a dû faire mal. Oui, ça a dû faire mal. Oui, oui. L'Europe, mais elle n'est pas la seule. Hein. C'est une expérience assez malheureuse pour essayer de rejoindre la surface martienne. Mais elle va retenter sa chance. On va le voir après. Alors là, on est en 2018. InSight. Alors, comme son nom l'indique, c'est pour étudier l'intérieur de Mars. Avec deux engins. Un sismomètre pour étudier les séismes, les tremblements de terre. Enfin, de terre, de Mars. Fabrication française, celui-là. La HP3, c'est son nom, pour envoyer une taupe dans le sol et étudier les mouvements de température dans le sol martien, et savoir si elle est encore active ou pas. C'est le but de tout ça. Alors le sismomètre français, SEIS, il a bien bossé, il a fait de bons résultats, et c'est lui qui a détecté l'impact de cette météorite-là, qui a fait un trou en 2022. Ça a provoqué un énorme séisme qui a été détecté sans problème par lui. Alors HP3, la taupe allemande, il s'est enfoncé dans le sol, bah, ça n'a pas marché en fait. Le machin avec vous voyez, des petits coups de marteau-piqueur, il n'a pas réussi à s'enfoncer. La sonde a essayé de lui donner un coup de main avec son petit bras en essayant de le pousser dans le sol, mais non, ça n'a pas fonctionné. Donc niveau exploration, là, France 1, Allemagne 0. Ouais. Bon après, cocorico oui. Le problème c'est que sur Terre ça marchait très bien. Le sol martien, ça n'a pas marché, ça fait partie des écueils de la conquête spatiale. Quand on explore des mondes inconnus, tout ne peut pas forcément marcher comme on l'a testé sur Terre. Donc on ne peut pas non plus trop blâmer cet engin. Alors, Persévérance, donc arrivé en 2021, et pas tout seul, il avait sur son ventre Ingenuity, on va en parler. Le plus intéressant, c'est que pour la première fois avec Persévérance, une sonde a pu filmer son atterrissage. Faire une vidéo. Jusqu'ici, on ne le faisait pas parce que mettre des caméras, ça alourdissait les engins, mais quand on va dans l'espace, chaque gramme compte, ça coûte cher en carburant, et vu que les caméras sont devenues tellement petites, là on l'a fait. Donc là on voit déjà le parachute s'ouvrir, vitesse réelle ici, on est encore assez haut. Là on voit le bouclier thermique se détacher. Donc là c'est une caméra qui est en dessous du rover, et on voit la descente. Là il y a le parachute qui continue de ralentir. Ensuite, le parachute se détache et le robot tombe. Alors, il tombe, mais pas tout seul. Il a un module au-dessus de lui avec des moteurs qui le ralentissent. Donc là, il cherche sa zone d'atterrissage. Les cratères, il y a trop de pentes, il faut éviter. Donc là, il approche du sol. Et là, on voit la poussière qui commence à être soulevée par les moteurs. Donc la caméra, elle est sous le robot. Là, vous avez deux autres caméras. Et donc là, vous voyez le module qui descend le rover en dessous, relié à des câbles. Donc deux caméras, avec deux points de vue. Là, on voit qu'on se rapproche du sol, sous le robot. Et là, hop, il est déposé. Et une fois posé, le module le détache, et il va s'écraser plus loin. Il ne faut pas retomber sur Persévérance. Alors, c'est un descendant de Curiosity. Vu de loin, c'est exactement le même, quasiment. Mais il a de nouvelles expériences, de nouveaux outils. Alors il n'y a pas que la NASA et les Américains, l'Europe aussi. Par exemple la France, c'est elle qui fait la fameuse caméra, qui envoie un pointeur laser vers les rochers, et selon la lumière émise par le dégazage de la roche, on peut savoir ce que c'est comme type de roche à distance, sans faire de trou, ce qui est très pratique. Alors oui, il n'y a pas de panneau solaire, Curiosity et Persévérance fonctionnent avec une pile nucléaire que vous avez là derrière. Alors Ingenuity, premier engin à voler de ses propres ailes sur une autre planète que la Terre. Alors c'est un pari assez fou. Rappelez-vous ce qu'on a dit au début, l'air martien il est 150 fois moins dense que sur Terre. Ça veut dire que, je sais pas, prenez un avion normal, sur Terre il décolle à quoi? 100 km/h, ici il faudra atteindre plusieurs milliers pour décoller, tellement clair et léger. Donc celui qui dit ouais on va faire voler un engin sur Mars, on l'aurait pas cru. Et en fait ils y sont arrivés. Comment?
ils ont fait une sorte de drone avec des pales énormes, donc pour bien brasser l'air, et ça tourne l'engin à plus de 1000 km/h. Donc ça arrive à brasser le peu d'air martien qu'il y a, donc ça arrive à voler. Comme sur cette vidéo, alors c'est Persévérance de loin qu'il a filmé, là on le voit décoller, il va monter à environ 10 mètres de hauteur. Alors c'est pas un petit drone, il est assez grand, les pales elles sont grandes comme ça, donc c'est un bel engin. Donc là il s'élève, il pivote un peu sur lui-même, on va le voir, hop, et ensuite il part sur le côté faire son exploration. Alors c'était un engin de test, on espérait qu'il fasse 5 vols, et là il en a fait plus de 60, et il continue. C'est une sorte d'oiseau éclaireur qui trace la route pour Persévérance. Alors il se guide avec sa caméra là, qui se trouve en dessous, sinon il peut faire des photos. Là il a pris en photo les traces de Persévérance sur le sol. Donc Persévérance, tel un maître faucon, a un guide volant qui lui montre la route. Alors Persévérance fait un truc, elle prélève des échantillons, quand elle fait un prélèvement, elle en garde la moitié dans un tube qu'elle garde sur lui, ou sur elle. Je ne connais pas le sexe de Persévérance. Mais sinon, il y a un autre échantillon qui est déposé au sol. Alors c'est quoi le but de ces manœuvres? Le but c'est que d'ici 2028, il y ait une autre sonde qui vienne sur le sol martien récupérer les échantillons et les renvoyer sur Terre pour analyse. Alors, soit ça va être un rover qui va récupérer les échantillons semés tel le petit poussé martien, ou soit c'est Persévérance qui aura encore assez de jus pour venir les ramener là. Parce que oui, un rover sur Mars, on ne peut pas y envoyer tous les labos qu'on veut, donc si on veut faire des analyses poussées du sol, c'est trop compliqué. L'idéal, c'est de ramener tout ça sur Terre. Là, vous pouvez avoir tous les labos du monde qui peuvent faire des analyses très poussées, et pourquoi pas trouver des fossiles de bactéries, si ce n'est une vie actuelle. Bon, ça, il faut attendre 2028. Et la NASA ayant des problèmes de budget, ça va certainement prendre du retard. Ils vont devoir refaire la copie. Alors 2021, les Chinois, avec Tianwen 1, donc une sonde qui va tourner autour de Mars, faire des cartes, et en plus de ça, un rover qui s'est posé au sol, Zhurong. Donc premier rover martien, et première tentative, premier succès. Les Chinois ont fait très fort. Donc là on le voit. On a une photo vue du sol. Alors oui, on peut se demander qui l'a pris en photo là. Il a déposé une caméra Wi-Fi pour faire un selfie. Alors là aussi, les Chinois, ils veulent vraiment montrer que c'est une grande puissance, c'est de la com. Donc ils ont filmé l'atterrissage. Alors comme à l'habitude, les Chinois aiment bien copier les Américains. On filme d'abord le parachute qui s'ouvre. Ensuite, détachement du... Oui, parachute qui se détache. Après, bon là c'est une succession de photos qui montrent la descente. Et puis au sol, la fameuse caméra Wi-Fi, qu'est-ce qu'elle a fait? On va le voir. Voilà, les premières images d'un rover en mouvement sur Mars. Ça c'est assez impressionnant, ça rend un peu plus concret ce monde. Bon là il fait un petit pivotement. C'est pas une vidéo, c'est des images qui se succèdent. Alors ce rover a été conçu pour durer 3 mois, et il a vécu 3 mois. Voilà. Les Chinois n'ont pas encore le niveau des Américains. Mais il n'empêche, ils ont réussi leur premier coup. Alors les Européens, troisième tentative en 2022, bien plus ambitieux, envoyer un rover européen. Alors vu que ça n'a pas très bien marché avant, pour essayer de se poser sur Mars, on a décidé de faire appel à l'aide d'autres collègues qui, eux, visiblement, ça a bien marché dans le passé, puisque ce sont les Russes. Voilà, on leur a demandé l'aide. Alors eux, les Russes, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient faire le module d'atterrissage et mettre à disposition la fusée qui allait envoyer tout ça vers Mars. Et bien sûr, nous sommes en 2022, il y a eu une guerre qui a fait qu'on a décidé de ne pas partir avec eux. Ça a été la sanction. Bon, vous avez vu les succès précédents des Russes avec Mars, et aussi le dernier qu'il y a eu cet été avec la mission Luna 25. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose que ça n'ait pas eu lieu. On ne soit pas parti avec les Russes. Ça aurait pu se planter. Bon, le résultat, c'est que les Européens, ils ont ça sous le coude. Du coup, ils vont y aller par eux-mêmes. Et résultat, la mission est retardée à 2028 au mieux. C'est la prochaine échéance. Vous voyez, l'expérience assez malheureuse de l'Europe avec Mars. Bon, faut encore croiser les doigts. Alors, comment on fait pour envoyer tout ça vers Mars? Alors, ces sondes, on les charge sur une fusée. Alors, pas besoin d'une fusée trop puissante. Une fusée de type Ariane 5 ou Atlas suffisent.
Alors il faut environ 6 à 9 mois pour que la sonde rejoigne Mars. Il faut attendre le bon alignement, donc c'est possible que tous les 2 ans et 2 mois, hein, à chaque opposition. Alors en arrivant sur Mars, la sonde peut se mettre en orbite et elle largue l'atterrisseur. Alors au départ, les frottements de l'air vont faire chauffer la sonde à plusieurs milliers de degrés. Quand vous frottez le bras comme ça chauffe. Alors dans l'air à plus de 10 000 km/h, ça chauffe beaucoup. Ensuite, vous avez un parachute qui poursuit le freinage. On se débarrasse du bouclier. Alors l'air martien n'étant pas assez lourd, avec un parachute, on arriverait au niveau du sol à 500 km/h. Donc pour finir de freiner, on utilise des moteurs. Alors la plupart des sondes, ça s'est passé comme ça, comme les Vikings. Il y a eu des exceptions. Pathfinder, Spirit et Opportunity, ces petits rovers solaires américains, ça s'est fini comme ça la descente. Un module qui a lâché une capsule protégée par des airbags. Ça a rebondi sur le sol. Les airbags se sont dégonflés. Ça s'est déployé comme les pétales d'une fleur. Et le rover a pu se déployer et rouler sur la surface. Sinon, Curiosity et Persévérance, c'est encore plus spectaculaire, on l'a vu. Là, le module descend le robot au sol, tel un ascenseur. Et ensuite, lui, il va s'écraser plus loin. Bon, il y a 3 façons de faire. Alors, si on fait le bilan des sites d'atterrissage, donc les Vikings, on s'est posé un peu au hasard, dans des zones qui semblaient faciles d'atterrissage. On ne connaissait pas très bien Mars à l'époque. Tianwen, un peu la même chose pour les Chinois, ils ont aussi cherché à se poser dans une zone facile d'atterrissage. Pour ce qui est de Phoenix, près des pôles, on voulait étudier les pôles. InSight, dans une zone où on espérait avoir pas mal de tremblements de terre. L'intérêt de connaître les tremblements de terre, c'est de connaître la composition de Mars. Les tremblements de terre, selon les vibrations donnent des informations sur la composition qu'il y a en dessous. Ensuite, pour ce qui est de Pathfinder, Opportunity, Spirit, Curiosity, Persévérance, on les a envoyés dans des zones où on est certain qu'il y a eu de l'eau dans le passé, et donc étudier la période de Mars où l'eau était liquide et où la vie y est peut-être apparue. Et peut-être pourquoi pas trouver des traces de vie dans ces régions. Pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, ces fameuses régions où l'eau a coulé, des zones de lacs, d'anciennes rivières, etc. Bon, la petite photo de famille des rovers américains, du plus petit au plus gros. Alors un petit bilan. Mars, c'est l'endroit où on a envoyé le plus de robots, un gros paquet, donc surtout autour de Mars, hein, pour étudier vue d'en haut, faire les cartes, et aussi à la surface, avec des atterrisseurs, des rovers. Alors si on fait le bilan des réussites, voilà ce que ça donne. Donc le total des missions, plus d'une 50aine, ça demanderait à être mis à jour ça, et au final, une moitié d'échecs et environ un quart de succès total, et des demi-échecs. Bon, alors ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont les Américains, bon, aussi soviétiques, on le voit bien, hein. Planète rouge, qui n'aime pas les communistes, visiblement. Bon, ça n'a pas marché. Bon, d'autres nations qui s'y sont essayées également, dont des petits nouveaux, oui. La Chine, l'Inde et les Émirats arabes unis. Et ça a marché pour eux. Oui, c'était la première fois qu'une nation arabe se lançait dans ce genre de mission scientifique dans l'espace. Bon, il y a eu l'aide des Américains aussi, hein, c'est normal, ils sont débutants. Alors maintenant, on a regardé dans le passé, maintenant on va regarder vers le futur, à savoir aller à la conquête de Mars et envoyer des humains. Alors on va comparer avec ce qui s'est fait pour aller sur la Lune. Alors on avait 2 vaisseaux, le module de commande qui sert à faire le voyage entre la Terre et la Lune, le LEM qui permet de se poser sur la Lune. Le tout avec 3 hommes à bord, là il n'y en avait que 2 qui allaient se poser. Alors pour envoyer tout ça, une fusée géante, jusqu'à avril dernier c'était la plus grande fusée jamais construite, Saturn V, un monstre de 110 mètres de haut et de 3000 tonnes. Donc vous voyez, nos vaisseaux ils sont pas si gros, hein, ils sont logés tout là-haut, et c'est ça qui va vers la Lune. Alors il fallait plus de 3 jours pour rejoindre la Lune. Lors des dernières missions, on restait 2 nuits à la surface, un peu plus de 2 jours, et il fallait 3 jours et demi
de voyage retour. Donc ça fait une grosse semaine de voyage en tout. Mars, c'est beaucoup plus loin. Il faudrait 6 mois pour y aller. Une fois là-bas, il faudrait rester 1 an et demi. Et ensuite, 6 mois de voyage retour. C'est pas le même calendrier. Alors pourquoi faut-il autant de temps pour rejoindre Mars? Eh bien, lorsque vous partez de la Terre, forcément vous prenez élan sur la Terre, donc vous ne partez pas comme ça en ligne droite, vous prenez élan. Et le but de la manœuvre, là, c'est d'atteindre Mars au moment où elle va se trouver ici. Voilà. Alors le problème, c'est qu'une fois qu'on est sur Mars, on ne peut pas retourner sur Terre. Pourquoi? Vu qu'elle avance plus vite, si on partait là maintenant, eh bien, on ne ferait que lui courir après sans pouvoir la rattraper. Du coup, il faut attendre le mois numéro... Voilà, merci, 24. Le 24e mois, on quitte Mars et on se laisse rattraper par la Terre. Comme ceci. En tout, 30 mois. Voilà pourquoi il faudrait 2 ans et demi pour faire un tel voyage. Cependant, la NASA décide de rouvrir un programme qui avait eu lieu dans les années 60, à savoir mettre au point un moteur nucléaire. Avant, c'était des moteurs classiques, moteurs fusée chimiques. Avec un moteur nucléaire hybride, hybride, ça veut dire qu'il y a une propulsion à la fois à base de chaleur nucléaire et à base d'électricité produite à partir de ce nucléaire, eh bien on mettrait qu'1 mois et demi pour faire le voyage. 4 fois plus court, ça changerait tout, surtout pour les astronautes. Parce qu'il faut savoir que sur Terre, avec le champ magnétique, l'atmosphère, on est protégé des radiations qui viennent de l'espace. En dehors de la Terre, dans l'espace, les radiations cosmiques et celles du Soleil auraient des effets cancérigènes à long terme. Et sur Mars, il n'y a pas de champ magnétique, donc on n'est pas bien protégé non plus. Et du coup, on estime qu'une mission martienne, au-delà de 4 ans, serait mortelle pour les humains, à cause de ces doses de radiation reçues. Donc il vaudrait mieux que cette mission soit la plus courte possible, surtout quand on est dans l'espace. À la surface de Mars, l'atmosphère protège un petit peu. Surtout que sur Mars, on peut se fabriquer des igloos pour se protéger des radiations. Donc à ce niveau-là, le nucléaire devrait aider. Alors, si on fait le bilan, avec un voyage qui dure non pas 1 semaine, mais au minimum 15 mois, et avec non pas 3 hommes, mais 6 hommes, enfin je dis 6 hommes, il y aura 3 femmes et 3 hommes, eh ben on aura des engins beaucoup plus gros. Donc un gros orbiteur. Alors l'atterrisseur qui devra rester plusieurs mois sur Mars, il devra être tellement gros qu'il pourra se poser, mais il ne pourra pas redécoller. Donc il faut un 3e engin qui sert uniquement à se poser et redécoller de Mars. Donc ça fait de beaux engins. Alors pour envoyer tout ça vers Mars, il faudra une nouvelle fusée géante. Alors en fait elle existe déjà, c'est le SLS, qui va permettre de retourner sur la Lune, qui a déjà fait un vol. On va faire une version avec un énorme second étage et une énorme coiffe. Et c'est là-dedans qu'on mettra les engins martiens. Alors, ils ne peuvent pas tous rentrer dans la coiffe, trop nombreux, trop gros, donc on ne peut pas envoyer tout ça d'un coup vers Mars. Non, ce qu'on va faire, on va tout envoyer au-dessus de la Terre et les assembler comme ça, un par un, pour former un train spatial. Voilà. Bon, il n'est pas complet, Il nous manque le module d'habitat, alors lui, on va l'envoyer à part. On va l'envoyer vide en premier, pour des questions de sécurité. Parce que imaginez qu'on envoie tout ça en même temps, lui il s'écrase, l'habitat il est foutu. Donc on l'envoie en premier en avance, et s'il arrive à se poser qu'il peut accueillir un équipage, et bien là, la mission est lancée. Donc là, on envoie nos 6 personnes. Alors en arrivant sur Mars, le plus dur, c'est de s'y poser. Alors on ne peut pas se poser comme sur Terre, car l'atmosphère n'est pas assez dense, et même avec d'immenses parachutes, on arriverait à 500 km/h sur le sol. Le résultat serait pas top. Alors on ne peut pas non plus se poser comme sur la Lune, parce que même s'il y a peu d'air, il y en a assez pour réduire l'engin en cendres, à cause de la surchauffe atmosphérique. Donc en fait, il faut combiner les deux méthodes. On fait comme on a fait pour les rovers. Donc l'engin, il faut l'équiper d'un bouclier thermique, alors soit un gonflable, ça aurait la vertu d'être à la fois léger et assez grand pour protéger. Ça a été testé, ça marche plutôt bien. Mais bon, c'était un petit. Ou sinon, une coque rigide qui protège.
Alors arrivé sur Mars, les 6 personnes montent à bord et on va se poser. Le module, lui, va rester au-dessus de Mars à les attendre. Donc on se détache. Là, on fait la surchauffe. Au niveau vitesse, on va passer de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres/heure à quelques milliers. Là, les parachutes s'ouvrent. On se débarrasse du bouclier. On poursuit le freinage. On passe de quelques milliers à environ 500 km/h. Et pour ne pas s'écraser, on allume les fusées pour atteindre le sol. Bon, on le voit, c'est un peu pareil que les rovers. Alors en arrivant, là, on a sur place un habitat dont on sait qu'il est prêt à nous accueillir et qu'il est en bon état de fonctionnement. Alors les humains, qu'est-ce qu'ils vont faire sur Mars? Alors c'est vrai que sur Mars, on aimerait trouver de la vie. On pourrait par exemple forer dans le sol. On pense que dans le sol martien, il y a peut-être des poches d'eau liquide. Donc pourquoi pas aller la chercher et l'analyser. Alors il y a un gros bémol, c'est que ça pourrait être dangereux d'aller taquiner des microbes martiens. Alors pas forcément parce qu'on pourrait ramener un Covid martien, mais on aurait surtout peur que nos bactéries à nous puissent contaminer le sol et aller détruire ces bactéries martiennes. Donc ça, si on le fait, ça sera fait par des robots, aux mains bien propres et à distance. Les humains, ils ne vont pas s'en mêler. Ils ne vont pas s'en mêler de ça. Alors, sur Mars, il y aura aussi d'autres choses à faire pour les humains. Explorer, connaître la planète en détail. Pour explorer, pourquoi pas une sorte de camping-car martien qui permettrait de faire des virées de quelques centaines de kilomètres. Pas forcément que les week-ends d'ailleurs. Surtout pour aller étudier certaines zones. Et pour l'énergie, ça c'est la question la plus importante. Et la nourriture, énergie. Essayer de faire de l'agriculture sur Mars, est-ce que c'est possible? Ça dépend. Le sol martien, d'après les robots, serait assez toxique, mais en le préparant bien, peut-être ça pourrait être cultivable. Et pas forcément que pour faire pousser des patates comme dans ceux sur Mars. Mais ça serait plausible. À essayer. Voilà, et sinon la question de l'énergie. Alors Mars, utiliser des panneaux solaires, c'est ce qui aurait de moins cher, après tout, même si, vu qu'on est plus loin du soleil, l'ensoleillement est quand même plus faible. Et la nuit, il faut avoir des batteries pour tenir le coup. Les batteries, ça pèse lourd. Sinon, plus fiable, un mini-réacteur nucléaire qui génère une électricité constante et abondante. Ça serait assez puissant. On arrive à en faire des tout petits qui auraient une puissance de plusieurs mégawatts. Plusieurs mégawatts, à votre avis? Ouais, c'est à peu près la puissance d'une éolienne, quoi. Après, les éoliennes sur Mars, ça ne marcherait pas très bien vu que l'air est très léger. Alors, une fois les quelques mois passés sur Mars, il faut repartir. Donc on retourne dans cet engin. Ce que vous avez là en bas, ce sont les réservoirs de carburant et les moteurs qui ont permis de se poser. Vu que c'est vide, on redécolle sans. Voilà, juste avec ça. On va retourner rejoindre l'orbiteur qui nous a attendu là-haut. Il va arriver. Voilà. On se retranche. Et ensuite, bon, on repart sans la fusée. Comme ça, on est plus léger et on va plus vite. Et on ne s'embête pas à repartir les valises pleines. Du moins celles qui sont inutiles. Sinon, les échantillons martiens, là, on en prend plein. Et retour sur Terre. En 1 mois et demi, si on a un réacteur nucléaire. Alors ça, c'est le projet de la NASA, qui est dans les cartons depuis plusieurs décennies. On voit que c'est une version très musclée du programme Apollo. Il y a un autre projet qui se dessine, on va en parler un peu. C'est celui de SpaceX, avec ce gros bidon métallique qu'on appelle le Starship. Alors Starship, c'est un vaisseau énorme, en 2 morceaux. Là, vous voyez, là, l'orbiteur, 50 mètres de haut. Donc, plus grosse fusée de tous les temps, jamais construite. On n'est plus obligé d'en parler au futur au conditionnel, puisqu'elle a fait un vol. Vous voyez la taille par rapport à la Saturn V et les autres. Là, par rapport à l'Arc de Triomphe, alors là, comparé à la Saturn V sur le pas de tir. Donc, plus grosse fusée de tous les temps. 5000 tonnes, 120 mètres de haut, 9 mètres de large. Bon, la Saturn V était un petit peu plus large. Bon là, si on compare à quelque chose de connu, là, je l'ai mis à la place de l'ancienne piscine au puits. Donc vous voyez, il faut savoir que la tour, là, elle fait 150 mètres de haut, donc par rapport au niveau du sol, elle monte plus haut que la Vierge du Puy. Là, vous voyez, comparé au Rocher Saint-Michel, c'est un véritable immeuble.
haut comme un bâtiment de 40 étages. Alors elle a fait un premier vol. Alors premier vol qui s'est terminé en pétard. Alors pour quelqu'un d'extérieur, ça s'appelle un échec. Chez SpaceX, on appelle ça un test. C'est une autre façon de voir les choses. La méthode de travail de SpaceX, on pourrait la qualifier de brouillonne, c'est la méthode soviétique. La NASA, elle met un pognon de dingue dans sa recherche pour que lors du décollage, tout marche très bien du premier coup. Le problème, c'est que ça coûte très cher. Il faut être millimétrique, extrêmement rigoureux. SpaceX, c'est autre chose. On met au point un truc qui a l'air de marcher, on le fait décoller. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on récolte les données et on répare les erreurs. Alors, ça a une vertu, c'est que ça permet d'aller... Enfin, ça permet d'être... c'est moins coûteux, quoi, vu qu'on travaille de manière brouillonne. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut accepter de prendre des risques et que ce machin au décollage puisse nous péter à la figure. Et à ce niveau-là, l'entreprise s'est quand même faite taper sur les doigts par l'autorité de l'aérospatiale américaine. Mais bon, cet engin, qui vend la promesse d'aller sur Mars, alors pour aller sur Mars, bien sûr, il y aurait une version être équipage. Cet engin est censé être un couteau suisse. Envoyer des équipages dans l'espace ou envoyer du cargo. On voit qu'il y a de la place ici. Alors du coup, ça serait pour aller sur Mars, ça serait aussi pour aller sur la Lune. La NASA a choisi cet engin d'ailleurs. Pourquoi elle l'a choisi? Peut-être parce que c'est le projet le plus avancé. Enfin, le plus avancé, c'est celui qui a au moins démarré. Est-ce que ça veut dire qu'il va aller au bout au bon moment? C'est un autre souci, ça. Et peut-être pourquoi pas aller plus loin, vers les géantes gazeuses. Bon, alors après, ce sujet est quand même, d'après les commentateurs, ça paraît quand même difficilement crédible d'envoyer un tel engin sur Mars tel quel, vu l'architecture. C'est quand même assez ambitieux et surtout pas très habituel, quoi. Enfin, si je devais me donner mon avis personnel, voir un tel engin arriver vers Mars tel quel, ça paraît quand même compliqué. La Lune, ça paraît faisable. Et plus loin, ça paraît être de la science-fiction. Alors finalement, il va servir à quoi ce vaisseau si le projet n'est pas très bien étudié, pas très crédible? Il va quand même servir, parce que sa version cargo, elle pourrait au moins permettre d'assembler le fameux train martien qui lui permettra de rejoindre Mars. Et il peut être un vrai atout cet engin, parce que le SLS, la grosse fusée orange que je vous ai montrée juste avant, elle a un gros inconvénient, c'est qu'elle coûte très cher à faire voler. 2 milliards le vol. Là, ici, chez SpaceX, cet engin, vu qu'il est de conception simple, industrielle, et qu'il est conçu pour retourner se poser sur Terre et être réutilisé, au niveau du ticket, on ne serait pas à 2 milliards, mais environ 200 millions. Et quand je vous dis 200 millions, c'est sans être optimiste, c'est plutôt prudent. Donc au final, ça coûterait 2 fois moins cher d'envoyer ça au-dessus de la Terre, l'assembler et aller vers Mars. Cet engin, s'il finit par être au point, serait un atout. Pas pour que lui aille sur Mars, mais au moins pour nous y aider. Bon. Sinon, les projets martiens, où en est-on et ça date de quand? En fait, on a commencé dans les années 60 à imaginer des projets. Mais à chaque fois, ce sont des projets qu'on avait sur le papier, avec de belles modélisations, des vidéos explicatives, mais actuellement, on n'a pas d'ingénieurs qui sont dans leur hangar, à la NASA, en train de mettre au point les vaisseaux pour aller vers Mars. Le projet n'est pas officiellement lancé. Ce ne sont que des idées qu'on développe, on réfléchit, mais le top départ n'a pas été lancé. Mais on fait des expériences. Par exemple, Mars 500. Alors l'un des plus gros problèmes avec Mars, ça va être la durée du voyage. Enfermer des gens dans une boîte de conserve pendant plus d'1 an, loin de la Terre, ça paraît compliqué. Donc il faut tester les effets psychologiques. C'était le but de cette expérience faite en Russie, avec un équipage de 6 hommes. Ils ont testé avec 6 hommes. Ils n'ont pas mis de femmes dedans. Je ne sais pas s'ils ont cherché à être prudents ou quelque chose comme ça. Bon. Alors, l'intérêt, c'était d'étudier l'impact psychologique. Et ça a été assez compliqué pour certains. L'expérience a été plutôt désagréable. Alors, on pourrait peut-être relativiser en disant qu'il manquait quand même l'excitation d'une vraie mission vers Mars. Quand les hommes iront pour de vrai, avec l'idée qu'ils vont vraiment fouler le sol martien, ça sera peut-être une motivation en plus qui sera bon pour le moral. Là, enfermer des gens dans une boîte en bois sur Terre, c'est peut-être moins passionnant. Mais bon, c'est quand même important de faire ces tests.
pour chercher le bon profil psychologique pour un voyage vers Mars. Alors, sur Hawaï, là on fait une expérience grandeur nature. Le paysage a un côté martien. Donc là, dans ce dôme, des gens de différentes nations s'y rendent, des équipages de 6, pour tester une sorte de mission martienne. Alors ils vivent dans le dôme, et quand ils sortent, ils sont obligés de mettre un scaphandre. Alors des scientifiques du monde entier vont s'y tester à la mission martienne, dont des Français et des Françaises. Alors finalement, la grande question, quand est-ce qu'on pourrait espérer voir des hommes marcher sur Mars? Alors ça, c'est un peu la question à 10 milliards de dollars, littéralement. Alors le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup de technologies à mettre au point. Donc, pour l'instant, ce sont des obstacles à surmonter. Par exemple, les radiations dans l'espace. Protéger les astronautes, pour l'instant, c'est assez compliqué. On met des trucs au point, des protections. Et aussi, essayer de poser des engins de plusieurs dizaines de tonnes sur Mars, ça aussi, il faut arriver à le mettre au point, c'est assez compliqué. Mais c'est surtout le problème du coût. On pense qu'envoyer des hommes sur Mars, ça coûterait entre 10 et 100 milliards de dollars. C'est assez cher. Bon, peut-être que le gros Starship pourrait aider à faire baisser le prix. Ça, on verra. Sinon, au niveau de la date, bon là, il y a aussi un biais un peu personnel là-dedans, dans ce que je vais vous dire. À mon avis, pas avant 2040. Les premiers hommes sur Mars, il y a tellement de défis techniques et aussi financiers. Avant 2040, ça paraît pas crédible. À moins qu'il y ait un grand chamboulement technique ou politique, je vous dirais pas avant 2040. Alors là, on parlait du futur proche, on va parler d'un futur lointain, et là, ça va être de la science-fiction. La terraformation. Pourrait-on faire de Mars une planète habitable où l'humanité pourrait y vivre? Le second jardin de l'humanité. Bon, alors ça, c'est un peu problématique parce que Mars, elle manque de tout. Mars, il n'y a pas assez d'air. S'il n'y a pas assez d'air, l'eau ne peut pas être maintenue à l'état liquide. Et de toute façon, de l'eau, il n'y en a pas beaucoup non plus. En tout cas, pas à l'état liquide, c'est sûr, il n'y en a pas. Et Mars n'a pas de champ magnétique pour protéger la planète des radiations et des vents solaires qui finissent par arracher l'atmosphère et l'eau qui s'évapore. Mais bon, faisons un peu de la science-fiction et voyons comment techniquement on pourrait rendre Mars habitable. On va se projeter des centaines d'années dans le futur. Alors le premier truc qu'il faudrait faire déjà, c'est rendre l'atmosphère plus épaisse. Une des premières idées, c'est de faire ce qu'on fait déjà très bien sur Terre, c'est de rejeter du gaz en grosse quantité dans l'atmosphère. Surtout du CO2 pour bien la réchauffer. Donc il suffirait d'installer des usines qui brûleraient. Là, ça consiste à brûler le sol martien, on ramasse la poussière, on la fait brûler, ça produit des gaz qui vont rendre l'atmosphère plus épaisse. Alors une fois qu'elle sera assez épaisse, le climat pourra devenir tempéré et on pourra s'y balader en tenue agréable. Par contre, l'air ne sera pas encore respirable, là c'est sûr, pour l'oxygène, il faudra mettre un masque. Bon, alors si on veut oxygéner, comment faire? Peut-être la solution la plus simple, planter des arbres, qui sont de bons oxygénateurs. Bon, après, ça prendrait des milliers d'années. Mais les arbres et les plantes, pour que ça pousse, il faut de l'eau. Alors l'eau, ça tombe bien, il en reste sur les pôles. Donc si le climat se réchauffe, que l'atmosphère devient plus épaisse, cette eau, elle peut fondre et être liquide. Alors le problème, c'est que l'eau qui se trouve sur les calottes, c'est quand même pas beaucoup d'eau, donc il y aurait de quoi remplir un petit océan au niveau des pôles. Un peu d'eau par-ci par-là, au final, Mars, avec cette eau-là, ça fait pas grand-chose, surtout si on compare au début. Voilà, il y a 3 milliards d'années, elle avait de grands océans, alors bien sûr, cette eau a disparu dans l'espace, et là, ce qui reste, au final, on aurait une planète aride, avec quelques oasis par-ci par-là. Pas de quoi y peupler des millions d'habitants, des centaines de millions. Donc résultat, là, il faut encore faire marcher son imagination, il faudrait aller dans la ceinture de Kuiper, récupérer des météorites contenant de la glace d'eau et les faire s'écraser sur Mars. En même temps, on peut en profiter pour rajouter de l'azote, pour équilibrer un peu le mélange gazeux. Et là, en mettant de bonne quantité, c'est bon, on peut avoir une planète bien humide. Enfin bon, comme on peut dire, avec des scies... On coupe du bois. Oui, on peut couper beaucoup de bois, merci. T'as grillé ma blague, bon, c'est pas grave. Ou on peut mettre pareil en bouteille, je sais pas, c'est l'original. Bon, alors bien sûr, Mars, une fois qu'elle est bien humide,
ça paraît habitable, mais il y a encore un problème, c'est le champ magnétique qui est absent. Oui, parce que là, Mars, elle est encore exposée au rayonnement solaire et du fin fond de l'espace. Donc ça reste un milieu assez cancérigène. Donc pour se protéger, il faut mettre un nouvel aimant. Alors cet aimant, pour l'alimenter, il faudrait une ceinture de panneaux solaires qui fait le tour de l'équateur, pour qu'il y en ait toujours une partie exposée au soleil. Et le tout alimenterait un énorme aimant avec 2 pôles. Et voilà, un aimant géant qui protégerait la planète. Bon, en vrai, ça ne ferait pas cette taille, hein, ça serait un truc grand comme une ville, on va dire. Un aimant aussi puissant. C'est une fiction. Et bien sûr, tout ça c'est de la science-fiction. Les technologies, pour faire tout ça et les mettre au point, on pourrait les imaginer, mais passer de l'imagination à la réalité, alors ça, quand est-ce que ça deviendra réalité? L'an 3000, on doit mouiller. Je vous dis l'an 3000 parce que bon, un 3 avec 3 zéros derrière, ça sonne plutôt bien, mais bon, ça, on ne sait pas si on arrivera un jour. C'est de la science-fiction, ce ne sera pas pour demain. Donc en attendant la Terre, il vaut mieux en prendre soin. Et donc voir ce genre de station balnéaire au bord de la vallée de Marineris, là comme ça, voilà, on peut se contenter de l'imaginer. Voilà, il y aurait un truc assez marrant, c'est que sur Terre, l'érosion, la pluie, ça détruit le sol, ça rase les montagnes, ça rase les vallées, mais c'est compensé par le volcanisme et la tectonique des plaques qui fabriquent de nouvelles montagnes. Mars, il n'y a plus de tectonique, il n'y a plus de volcanisme, donc ça veut dire que les pluies vont éroder les montagnes et au bout d'une centaine de millions d'années, les reliefs martiens vont être tous rasés, on va se retrouver avec une planète complètement plate. Enfin quand je dis plate, hein, la surface est plate, hein, pas la planète, hein, bien sûr. Bon, quoi qu'il en soit, Mars, habitable ou pas, pour l'instant on n'a qu'une seule planète, et il vaut mieux en prendre soin car il n'y aura pas forcément... Enfin, dire qu'il y aurait un plan B, une planète B, ça, c'est illusoire. Le changement climatique, c'est un enjeu d'ici 100 ans. Mars habitable, ça, c'est l'imaginaire. Bon. Voilà ce qu'on pouvait raconter sur la planète Mars, en long et en travers, dans le passé et dans le futur. Merci de m'avoir écouté. Bon, bien sûr, après, il y a la traditionnelle séance de questions, enfin questions. Ça peut être aussi un débat où chacun apporte ses remarques ou ses connaissances sur le sujet. Donc, est-ce qu'il y a des connaissances ou des remarques, Michel? Tu as une idée de la vitesse du véhicule qui peut y aller en un mois en énergie nucléaire? En un mois, alors ça, je crois que c'est quelque chose, je ne suis pas très sûr, mais c'est de l'ordre entre 80 000 et 90 000 km/h. Ouais. Si ce n'est plus, je crois même que ça dépend des versions, mais avec un moteur bien boosté, on peut monter à plus de 120 000. Quelque chose comme ça. Ouais. En sachant que la vitesse a une incidence sur la trajectoire, donc ça a un effet démultiplicateur. Vu qu'on va davantage en ligne droite. Mais ça, c'est de la mécanique orbitale, c'est très compliqué. Je vous avoue que je ne suis pas compétent là-dessus. Donc, Peut-être que Valentin nous en dira plus. voilà, Valentin vous en dira plus. C'est vrai que le vaisseau traditionnel chimique, la vitesse, ça serait de 40 000 km/h. Donc là, avec une propulsion nucléaire, il faut multiplier par 4. Donc peut-être 160 000. Ils disent que l'ordre de grandeur dans les années 2030, on arrivera à 100 000 km/h, ça correspond. Ça correspond, oui, peut-être. Et ça fait quand même déjà un beau cimetière sur Mars. Hein. On connaît ça pour lui, oui. C'est le nombre d'engins qu'on doit... Oui, bah, c'est sûr, bah, on les ramène pas, sinon il faudrait une fusée avec pour les ramener, ça coûterait trop cher. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces engins? Eh ben, on les laisse pourrir sur place, enfin je vous dis pourrir, Mars est sèche, il n'y a pas d'humidité, donc par essence il ne rouille pas. Ça peut pas pourrir. Hein. Donc c'est pas si problématique, ça l'est encore moins parce que par exemple sur la Lune on sait qu'il n'y a aucune trace de vie. La notion de pollution c'est quand on nuit à quelque chose. Sur les planètes comme ça, s'il n'y a rien à détruire, il n'y a pas de pollution par définition. Mais au moins, quand on ira, on aura le musée. Voilà. Ouais, c'est ça, le musée des rovers. Les Américains avaient fait un peu ça quand ils se sont posés sur la Lune, en Apollo 12. Ils se sont posés à côté d'une sonde qui s'était posée 3 ans plus tôt. Et ils sont allés la voir. Oui? Mais pour une mission, là, 1 an et demi pour envoyer 6 hommes sur Mars, il faudrait envoyer le Starship juste pour la nourriture. Alors tu veux dire des vaisseaux de ravitaillement? Bah oui. Alors oui, ça c'est aussi une des grandes questions.
on fait des estimations. Bon, l'eau, on l'a testée sur les SS, on arrive à la recycler. Bon, je ne vous fais pas un schéma, hein, ce qui va dans les toilettes, hop, petite filtration. On récupère aussi la transpiration qui est dans l'air. Filtration, nettoyage, ensuite on la reboit. Dans l'ISS, ça fonctionne déjà. Donc l'eau, il suffit qu'on en prenne une quantité suffisante, on la fait tourner en cycle fermé et c'est bon. Bon, après, il peut toujours y avoir de la déperdition. Il faut prévoir une marge. L'eau, c'est possible. La nourriture, on peut transporter de la nourriture lyophilisée, déshydratée. Ça peut avoir l'avantage de ne pas peser très lourd. Alors, je ne connais pas les ordres de grandeur. Ça pourrait être une centaine de kilos par passager. Peut-être plus, peut-être moins. Après, il y a le problème moral de la nourriture. On sait que dans un voyage comme ça, en huis clos, dans une boîte de conserve, la nourriture a un impact très fort sur le moral, donc il vaudrait mieux essayer de faire en sorte qu'ils aient des produits frais. Et y compris de la viande, donc on essaie de tester des poissons d'aquarium dans l'espace, pour apporter un peu de la protéine. Le poisson au moins. Ou sinon les insectes se transporteraient très très bien, ils n'auraient pas besoin de beaucoup de nourriture. Combien il n'y a pas de punaises ça. C'est ça. Bon, par contre, envoyer une vache broutée sur Mars, ça c'est très compliqué. Parce que bon, pour nourrir une vache, disons pour faire 1 calorie de bœuf, on peut faire 10 calories de végétaux. Donc vaut mieux prendre des animaux moins gourmands en nourriture, comme c'est le cas des poissons ou des insectes, hein, qui sont très peu gourmands. Hein. Ça va faire du méthane, les vaches, c'est ça? Ouais, mais sur Mars, il y en a déjà, donc le problème est réglé. Ça crée une atmosphère. La question importante, c'est de savoir si Elon Musk il montera dans la fusée. Alors là, on va pas faire glisser le débat sur la personnalité d'Elon Musk. Ça, c'est un autre sujet plus compliqué. Bon, après, Bien joué. quand il fait de la com sur Mars, il le reconnaît lui-même, c'est de la com, c'est des effets d'annonce juste pour faire le buzz. Est-ce qu'il lui croit lui-même à ses annonces? Il le dit lui-même que non, il n'y croit pas, mais il essaie de faire le buzz, il essaie d'attirer l'attention sur lui. N'oublions pas que c'est un entrepreneur américain. C'est un style de personne auquel on n'est pas forcément... on peut être décontenancé, quoi. Ouais, on a d'autres soucis avant. Oh, voilà. Pas d'autres questions ou remarques? Si, Oui? les panneaux solaires là, qui peuvent faire des aimants, qui tiendraient les aimants, c'est déjà à l'étude, ça? Alors, à l'étude... Faire Non, c'est une idée. Alors, magnétique. oui, j'en reviens à ma diapo. Ou c'est vraiment que de la... Ça, c'est que de la science-fiction. Alors, Ouais, bien sûr. certains y ont y pensé, par exemple, pour protéger les vaisseaux durant le transit entre les deux planètes, que l'engin émette son propre champ magnétique pour se protéger des radiations solaires. Ça peut être intéressant. Le problème, c'est que c'est tellement gourmand en énergie C'est que ça, comment tu la les mission tomberait à l'eau, quoi. Les radiations, on peut en parler, parce qu'il n'y a pas que les particules du solaire. Oui. Les rayons gamma, tu as un tas de trucs. Il y a aussi ce qui vient de l'espace profond, tout ce qui est les résultats d'explosions d'étoiles, de trous noirs. Si méthane-gaz elle explose d'ici peu, tu vas voir un peu Comme on l'espère le tous. rayon gamma qui va arriver sur Mars. Le rayon gamma, ça détruit à l'échelle de l'atome, tu fais un petit tas de cendres dans la seconde qui suit. Mais par exemple, les missions martiennes, il y en a qui ont imaginé, ouais, il faudrait qu'avant d'envoyer les astronomes, il faudrait que les hommes laissent un testicule et les femmes un ovaire, parce que si jamais elles reviennent et qu'elles ont un... Ça, en fait, c'est très sensible, ça pourrait être détruit par les radiations, donc s'ils veulent faire des enfants en revenant sur Terre, il faudrait qu'ils laissent un morceau de même au congélo, quoi. C'est ça l'idée. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est pour dire, enfin, les niveaux de radiation, c'est quand même... on pense qu'à coup sûr, un mec qui reviendra d'un voyage martien, il aura une chance sur 2 de mourir d'un cancer après. C'est ce qu'on pense, donc c'est assez... Alors il y aura une parade lorsqu'on sera sur Mars, c'est d'aller vivre dans des grottes martiennes, là on sera à l'abri des radiations, ou alors fabriquer des habitats gonflables qu'on va recouvrir de poussière martienne, on en met une dizaine de centimètres, ça suffit pour se protéger des radiations. Ça c'est à l'étude. On aura le même problème sur la Lune, Ouais. parce que la Lune est autant exposée après sur la Lune, c'est plus près de la Terre, donc on y resterait 15 jours, donc le temps d'exposition règle le problème déjà en lui-même. Bon, s'il y a une éruption solaire, là c'est autre chose. Il y a le vieillissement accéléré de l'homme, hein, on a déjà beaucoup de références là-dessus. Hein. Puis il y a aussi le problème de l'impesanteur durant le voyage entre les deux planètes, 6 mois d'impesanteur. Ceux qui vont dans l'ISS et qui restent 6 mois, ils en mesurent les dégâts quand ils reviennent sur Terre, ils n'arrivent pas à marcher. Alors imaginez, vous arrivez sur Mars après 6 mois dans le vide, marcher sur Mars, oui ça paraît compliqué. D'où l'idée de rendre le voyage le plus court possible, en 1 mois et demi, on limite les problèmes. Ouais. Enfin, c'est qu'un avis personnel, mais je trouve ça débile de chercher à faire la conquête spatiale humaine, alors qu'avec les progrès qu'on fait au niveau
technologique, informatique. On arrive à fabriquer des robots de puissance avec l'intelligence artificielle. Demain, on va envoyer des sondes qui se débrouilleront toutes seules, qui vont creuser, ramener tout ce que tu veux. Il n'y aura pas besoin d'y envoyer des hommes. C'est vrai qu'en termes d'efficacité purement rationnelle, c'est vrai que les sondes, Ah, bien sûr. c'est efficace, mais surtout ça coûte rien. Ça coûte puis 100 fois elles moins sont cher plus d'envoyer des solides que humains. nous. On n'est pas solide, on n'est pas fait pour ça. C'est vrai qu'on attend toujours d'envoyer des sondes explorer en détail Uranus et Neptune, les deux dernières planètes. On les connaît que grâce à un seul survol de Voyager 2. C'est vrai qu'on attend toujours 2 missions pour aller explorer ces planètes en détail, où on pourrait trouver, je sais pas, des océans sous certaines lunes, ou encore d'autres choses qu'on ne soupçonne pas aujourd'hui. Et pour l'instant, ces missions passent un peu à la trappe parce que l'exploration habitée de l'espace, ça coûte beaucoup d'argent. Ouais, beaucoup d'argent. Alors après, il y a aussi la dimension philosophique de faire en sorte que l'être humain soit capable de vivre ailleurs, sur d'autres planètes. Ou soit obligé. Oui, en vrai, il y a peut-être faudrait déjà qu'ils soient qui capables seront de vivre capables chez de lui. les Non, mais soit obligé si notre planète se détruit. Parce que bon, il y a la dimension scientifique, ça c'est l'accumulation de connaissances. Il y a, on pourrait dire, la dimension humaine, quoi, essayer de repousser nos frontières en matière de zone de vie. Il faudrait peut-être commencer à vivre comme il faut chez nous. Mais là, on rentre justement dans la partie philosophique du débat, donc c'est dur d'énoncer des certitudes à ce niveau-là. Est-ce que les robots, ils nous piquent Et avant de marcher sur Mars, je trouve qu'on marche sur la tête. Oui. Tu parlais tout à l'heure de supporter l'impesanteur Ouais. pendant ce voyage qu'on essaye de rendre le plus court possible. Mais tu dis aussi que sur Mars, la pesanteur, La la gravité, elle est est plus faible. Sur Plus Mars. faible, 2 fois et demi. Donc, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut donner sur le corps humain de vivre sur une planète avec 2 fois et demi, sachant qu'en plus, il y a un mois et demi d'impesanteur avant et après. Donc, qu'est-ce que ça peut donner sur le corps humain? Alors après, Oui, on sait que dans l'ISS, ils font beaucoup de sport pour compenser. Ça suffit pas encore. Sous l'effet d'une gravité martienne, ça pourrait peut-être suffire en faisant des sports un peu plus extrêmes. Sur Mars, vous pouvez faire des sauts de 2 mètres de haut, peut-être ça peut... Oui, un mais exercice pas- un peu plus violent, donc... mais pas ou alors avec se balader avec du lest. Voilà. Enfin, il faudrait envoyer du lest spécialement sur Mars. Oh, il y a Des sacs Oui, oui, vous allez dehors, vous ramassez des cailloux, hein, vous pouvez soulever des haltères de plus de 200 kg sur Mars sans problème. Tu montes un bistrot, t'emmènes des boules de pétanque, et puis voilà. Et puis là-bas, le terrain de gravier est grand, hein, je veux dire, t'es pas gêné.